Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Cette matinale où on a toujours l'honneur d'accueillir Thierry Géant, qui est un fidèle animateur de nos matinales d'expertise de la société Ready for Sense. Il nous dira quelques mots sur Ready for Sense. Voilà, je vais céder la parole à Thierry Géant. Pour la suite. Merci beaucoup. Je vais revenir juste sur la slide avant, parce que c'est le titre de cette matinale. On mobiliser l'ensemble de vos collaborateurs dans un contexte de crise. Je vais essayer de vous en parler de manière très simple, plus avec le regard que je peux avoir aujourd'hui sur la situation actuelle et tout ce que font certaines entreprises que j'accompagne actuellement. Et donc, j'ai décidé que la journée, la petite matinée serait juste pour vous et pour moi une histoire de chiffres. Donc, une histoire de chiffres, je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai mis des 1, des 3, des 5, des 7, je n'ai pas mis les chiffres pairs. Vous allez voir au fur et à mesure qu'il y a quelques significations qui sont derrière tous ces éléments-là. Juste 2 secondes sur Ready for Sense. Ready for Sense, en fin de compte, c'est une structure que j'ai montée avec 2 associés il y a presque un an, un peu moins d'un an, qui est dédiée à l'accompagnement des individus pour les amener sur un alignement personnel et faire en sorte que leur aventure professionnelle soit celle qui soit la plus pertinente pour eux. Je dis toujours, il n'y a pas de mauvaises personnes, il y a que des personnes aux mauvaises places. Donc, l'objectif, c'est de trouver sa place dans ce bas monde et surtout dans les entreprises. Et ce que je fais aussi en parallèle, en continu, c'est de l'accompagnement de dirigeants que je fais, parce que c'est un métier que je fais depuis maintenant 12 ans. Alors, je vais vous remettre juste un peu de contexte sur ces chiffres-là. Parce que vous avez vu que je n'ai pas mis le 2, je n'ai pas mis le 4. Je n'ai pas mis le 2, pourquoi? Parce que le 2, il y a toujours l'ambivalence. C'est yin et yang, c'est la confrontation. Je vais à gauche, je vais à droite, même si ça se réconcilie à la fin. Je n'ai pas mis le 4 parce que j'ai vécu quelques années au Japon. Et le 4 se dit de 2 manières. Il y a une des manières qui se dit shi. Et quand on dit shi en japonais, c'est la même représentation que la mort. Donc, je me suis dit, c'est peut-être pas sympa pour relancer toutes les équipes dans un contexte de crise. Donc, j'ai dit, on va l'éliminer. Et je me suis amusé avec les autres. On terminera par le 7, qui est aussi un chiffre de bon augure, on va dire, aussi en Asie, mais vous savez très bien qu'il est de bon augure aussi chez nous en Europe. Alors, quelques éléments de contexte d'abord. Vous êtes tous au fait qu'on n'arrête pas de parler de télétravail maintenant, qu'on commence dans les entreprises à dire qu'il va falloir qu'on mette en place la charte de télétravail avec nos chers CSE en fonction de la taille de l'entreprise. Ce que je voulais juste rappeler dans le contexte, c'est que ce qu'on a fait jusqu'à présent, ce n'était pas du télétravail, c'est ce que moi j'ai appelé du TOD, du travail obligatoire à domicile. C'est-à-dire qu'il y avait plein de sens interdits partout, et avec un sens unique, c'est-à-dire tout le monde retourne à la maison, on s'en fout de savoir dans quel état vous êtes, dans quelle étagère, si vous avez des enfants, si vous n'avez pas d'enfants, si vous avez un bureau pour travailler, on s'en fout, tout le monde à la maison. Donc le télétravail n'était pas du télétravail, c'était du travail obligatoire à domicile. Donc ce contexte-là nous a amené beaucoup de stress parce que ça a changé totalement nos modes de fonctionnement, mais pas du tout d'une manière structurée, coordonnée, travaillée, préparée. Donc, on s'est retrouvé un petit peu le bec dans l'eau. Et ce qui fait que ça a amené d'une certaine manière un contexte de crise sur la crise qui était celle de tout l'impact du Covid avec justement toute la problématique liée aux baisses de chiffre d'affaires de plein de boîtes. Voilà. Et après, c'est reparti dans un autre sens. Donc, ça a amené vraiment une crise particulière. Si je reste sur ces éléments-là, moi, j'ai essayé d'en faire juste une toute petite analyse. Et comme je vous disais que le 4 n'était pas un bon chiffre, je me suis amusé à remettre 4 éléments
qui ont fait que ça a foutu un peu le bordel. Ça a foutu le bordel, première chose, pourquoi? Parce qu'on a tous, d'une certaine manière, perdu l'équilibre. L'équilibre pro-perso, j'ai l'habitude, j'ai mes habitudes, je vais au boulot, je rentre, j'ai ma petite vie, j'ai mon équilibre, et l'équilibre-là, on l'a foutu en l'air. Donc, j'ai plus du tout, il fallait que je retrouve un nouvel équilibre, et ce n'est pas évident de retrouver un équilibre. J'aurais même tendance à dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à trouver un réel équilibre dans cette période-là. Le deuxième élément que j'ai mis, c'est l'énergie. C'est parti à fond, ça a bossé à fond. Je ne sais pas si vous avez eu aussi ces mêmes sentiments, mais il y a plein de gens qui ont bossé de manière différente. J'ai plein de personnes qui m'ont dit, mais je bosse plus qu'avant encore, parce que je bossais à la maison, donc j'ai plus de limites, j'ai plus d'arrêt, je continue. Et puis ceux qui n'étaient pas à la maison, ben justement, ils avaient double boulot. Hein, je ne vous parle pas de tout le corps médico-social, je ne vous parle pas de toute la logistique. Enfin, il y a des secteurs entiers qui se sont vus dans des surcharges énormes. Et donc, c'est parti dans deux sens différents. Et donc, il y a toute une partie qui se sont d'une certaine manière épuisées. J'ai mis un troisième élément qui est l'enthousiasme. Et là, j'ai remarqué aussi beaucoup de perte d'enthousiasme, tout simplement, de dire, bon voilà, j'ai plus la pêche, qu'est-ce que je fais, est-ce que ça m'intéresse toujours, est-ce que je suis content de faire ce que je veux, et au plus profond de soi, de quoi j'ai réellement envie. Je suis un peu perdu sur mes envies. Est-ce que j'ai réellement envie de continuer cette vie-là? Est-ce que j'ai réellement envie de continuer ce job-là? Est-ce que j'ai réellement envie de rester dans ce statut quo ou de partir sur quelque chose de beaucoup plus nouveau? Donc, ces quatre éléments-là, pour moi, voilà, si je faisais c'était pour imager mon petit dessin, on a cassé des œufs. Jeu de mots, vous avez compris, le jeu de mots magnifique. Voilà, donc ça vous permet aussi un petit mnémotechnique de reprendre un peu ces éléments-là. Qu'est-ce que ça a amené quand on est retourné au boulot? Alors, vous ne voyez peut-être pas le premier élément, j'ai mis décompensation. Je ne sais pas si vous avez déjà observé, moi j'aime bien observer la nature, mais si vous observez quand vous avez des bulles de savon ou quand vous avez des bulles qui s'entassent, tout se met bien en ordre, puis ça fait un truc vachement sympa. On ne sait pas comment ça s'est fait, mais ça s'organise bien. Et si vous laissez ça décanter, vous allez avoir des bulles qui vont exploser. Il y en a une qui va exploser au milieu, ça va se repartir dans tous les sens, ça va avoir du mal à se remettre et au fur et à mesure, les bulles vont s'enlever. C'est pour ça que j'ai mis décompensation et délitement. Décompensation, sous un terme psychologique, la décompensation, c'est quand à un moment donné, entre guillemets, je perds la réalité, je pète un câble et j'arrive plus à trouver où est ma réalité. C'est ce qui est arrivé pour moi dans le retour au bureau. Et là, je peux vous donner malheureusement 4 exemples. C'est marrant, je n'ai pas fait exprès, mais je ne l'avais pas celui-là, mais je l'ai maintenant. J'ai 4 exemples de 4 boîtes que j'accompagne depuis la rentrée avec 4 problématiques liées à des problématiques très délicates. Il y en a un premier, le fonds d'investissement majoritaire de l'entreprise a reçu toute une série de lettres anonymes pour dire « dégagez-moi le dirigeant ». Très sympathique, mais vous donnez la violence des éléments. Une deuxième entreprise qui aujourd'hui est en surcharge de travail, c'est-à-dire ils ont un boulot de folie parce que ça ne s'arrête jamais. Tous les collaborateurs et l'équipe dirigeante, c'est une petite boîte, hein, mais il y a quand même une équipe serrée autour du dirigeant, qui dit « on n'a rien fait depuis 10 ans, c'est le bordel ». Ça ne m'étonne pas qu'on est dans ce truc-là, ça ne m'étonne pas qu'on a plein de retard, c'est n'importe quoi, ça fait 10 ans que c'est le bordel. Donc ça part alors que les gens bossent ensemble au quotidien depuis plus de 10 ans. Donc deuxième élément. Un troisième élément, une petite structure d'expertise comptable, où là, pareil, on est surchargé et on est sous-payé. Message global de tous les collaborateurs, classique, on va dire, je bosse trop et je ne suis pas assez payé. Et ça devient un problème
blocage complet vis-à-vis de la structure. Et puis la quatrième, qui est encore une autre typologie d'entreprise, où là, on est sur une filiale française d'une boîte américaine. Boîte américaine, beaucoup dans le care, donc s'occuper des employés, la bienveillance vraiment comme élément majeur. Et là, on est sens inverse, c'est un dirigeant qui a tout mis en forme de combat. Et ce qui fait que il a juste inversé le truc, c'est au lieu de combattre vis-à-vis de l'extérieur, il combat vis-à-vis de l'intérieur. Parce qu'il y a les États-Unis qui lui disent qu'il faut être cool avec toute la période qu'on vient de traverser, etc. Il faut laisser le truc. Et comme on dit, ça devient la foire, je ne vais pas dire la foire de mai pour rester en Lorraine, mais c'est un peu, voilà, ça part un peu dans tous les sens. Et donc, la difficulté pour le dirigeant de retrouver son propre équilibre à l'intérieur de tout ça. Donc, tout ça pour vous dire que effectivement, et quand j'ai mis délitement, c'est délitement des équipes. Hein, je reviens au bureau, mais alors pourquoi je reviendrai au bureau? Parce que je suis bien à la maison. Ou je reviens, mais je reviens quand il n'y a personne parce que je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec les autres. Enfin, les équipes aussi, de la même manière, se sont mises dans des situations un petit peu délicates parce que, comme on dit souvent, loin des yeux, loin du cœur, et on est un peu dans cette dynamique-là. Alors, quand j'ai fait ce constat-là, je me dis, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que, d'une certaine manière, c'est une nouvelle forme de crise. Hein, on n'est pas dans un mode de fonctionnement standard, simple, et la vie continue comme d'habitude. Donc, pour moi, c'est une forme de crise. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire dans cette typologie de crise? Quelles sont les nouvelles formes, les nouvelles approches, les évolutions pour reprendre ce qui a existé pour pouvoir les amener à quelque chose et retrouver une dynamique réelle au niveau de l'entreprise. Alors, il y a un truc que j'ai remis, vous savez, il y a et je me suis focalisé dans cette petite conférence sur la notion du leader, la notion du dirigeant qui doit remettre, c'est lui qui est à la tête de l'entreprise, et c'est à lui de remettre tout ça au moins dans la bonne direction. Il y a toujours deux choses, mais ça, ce n'est pas nouveau, qui existent, c'est le management par la peur ou le management par la confiance. Management par la peur, je vous ai mis le truc classique qu'on connaît tous, que tout le monde a vécu. Qui n'a pas perdu de points dans sa vie? Ça va, non, vous n'avez pas le permis, c'est pas possible. Si, depuis 2008, jamais. Jamais. Bon, alors on a pour bravo. Elle ne s'est pas fait toper. Exactement, il y a un truc louche là. Hein. C'est la jambe féminine, elle arrive avec le sourire et voilà, c'est pas grave. Hein. C'est juste un avertissement, je ne vous enlève pas de quoi. Voilà, donc le truc qui peut fonctionner d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis des règles parce qu'on me les oblige et, entre guillemets, ça nous embête tous pour rester polis. Mais on le fait parce que ça fait mal à un moment donné et ça pique de plus en plus. Hein. Et il y a une limite à laquelle on n'a pas envie d'arriver, c'est la voiture, je la laisse et je rentre à pied. Donc, je me réfrène, quel que soit l'élément. Donc, ça marche, ça peut marcher, mais je ne pense plus que ce soit la bonne approche qu'on doit avoir aujourd'hui, surtout en ayant vécu une crise qui n'est plus une crise économique comme on a pu l'avoir avec les Lehman Brothers en 2008-2009, mais on est dans une crise existentielle pour moi. On est vraiment dans une crise de dire que fais-je, où vais-je, dans quelle étagère, hein, la fameuse maxime. Donc là, il y en a beaucoup qui ne savent plus dans quelle étagère ils sont et sur quelle étagère ils doivent aller se reposer. Donc, ça pour moi, malheureusement, il faut qu'on arrête ce truc-là dans les entreprises. Comme on est en crise, je fais toujours un petit parallèle avec l'armée. On dit une chose simple, quand on est en temps de paix, on fait du management. Quand on est en temps de guerre, il faut faire du leadership. Pourquoi il faut faire du leadership? Parce que quand on est en temps de guerre, on a besoin de savoir où on va. On a besoin de se rassurer. On a besoin d'avoir une sécurité psychologique beaucoup plus forte parce que
le monde extérieur est, on va dire, a une certaine forme de dangerosité et qui est physique. Et donc, on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous donne des directions, qui nous donne un cadre qui me permette de revivre dans ce monde difficile, quand même en sécurité psychologique. Donc, aujourd'hui, pour moi, le point important, c'est revenir dans la notion de leadership. Et je vais justement vous expliquer ce que moi, je vois aujourd'hui dans ce contexte de crise, la manière d'aller vers du bon leadership. Je vais remettre dans ce contexte-là, je vous ai parlé beaucoup de comment l'individu, dans cette crise existentielle, comment l'individu était arrivé à ça. Si je remonte un petit peu de manière globale du contexte qu'on a aujourd'hui, j'ai mis 3 éléments. Le contexte géopolitique, je vous ai mis le Covid en élément de fond, et vous avez remarqué que géopolitiquement, il y a quand même pas mal de choses qui se passent, hein, parce qu'il y a le Covid, mais si vous regardez l'Afghanistan qui arrive quasiment à la fin du Covid, il y a une instabilité énorme. On lâche à un endroit qui va rabattre les cartes. Vous regardez la notion du pétrole, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à une époque, on disait le jour où l'essence sera à 10 francs, il n'y a plus personne qui ira à la pompe. Je ne sais pas si vous vous rappelez que ce truc-là, ce matin, il parlait de ça va monter à 2 euros. Hein, 2 euros, si je le remets en francs pour faire un vieux, on est à plus de 13 francs. Donc, le 10 francs, il est parti, quoi. Et ça va continuer ainsi parce que tous les producteurs de pétrole se disent ben ouais, mais on est dans la transition écologique, donc est-ce que je dois remettre des capacités? Et les USA, qui étaient les premiers à faire du pétrole de schiste, alors que nous, on a eu les polémiques en Europe, etc., pour le faire, ben, aujourd'hui, ils se disent ça coûte trop cher, est-ce qu'on va le faire ou pas? Donc, ça pèse. Ce matin, j'entendais encore sur la Chine, le plus gros acteur de l'immobilier chinois qui est en train de s'écrouler. Alors, avec des pays comme la Chine, l'avantage, c'est que ça reste en général dans leur carré, enfin, dans leur grand carré, mais ça reste quand même dans le carré. Donc, mais bon, c'est juste parce qu'on le voit. Mais c'est juste pour vous dire que l'instabilité géopolitique, elle est réelle et elle n'arrête pas de continuer. Le deuxième point sur l'environnement, je ne vous le fais pas parce que celui qui pense encore que le réchauffement climatique n'existe pas et qu'il n'y a pas d'impact, ben, moi, je veux bien rediscuter avec lui un petit peu, lui montrer des éléments factuels. Hein. J'étais encore il y a 10 jours là, au Luxembourg, là, dans toute la zone où il y a eu les inondations là, près de l'Allemagne. C'est un truc de folie. Enfin, je ne vous parle pas du Gard, de machin. Enfin, tout ce qui se passe en ce moment, des crues de centenaires qui sont centenaires, mais qui sont en train de basculer sur un rythme de tous les 10 ans. Donc, on va avoir des catastrophes naturelles dans tous les sens, à des endroits auxquels on ne pensait pas du tout. Donc ça, voilà, ça ne va pas arrêter. Ce n'est pas quelque chose qui est juste un épiphénomène. Et puis sur le plan économique, je vous ai mis juste un petit truc qui s'appelle les crypto-monnaies. On en est qu'au début du début. J'en ai déjà parlé une autre fois de ce sujet-là. Pour moi, la crypto-monnaie est la Formule 1 de ce que sera demain la blockchain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez la Formule 1, vous dites, plein de gens vont dire que ça ne sert à rien parce que vous tournez en rond et à la fin, vous revenez au point de départ. Donc, à quoi ça sert? Mais en attendant, toutes les voitures que vous avez, et si vous n'avez pas perdu de points aussi, c'est peut-être pas l'élément majeur, mais en attendant, on a des bons freins, on a des boîtes automatiques, il y a plein de choses qui viennent de la Formule 1. Donc là, pour moi, les crypto-monnaies, c'est un peu la Formule 1 de la blockchain, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Il faut les regarder comme une course à part, mais tout ce qui se trame derrière est une évolution majeure de ce qui va arriver demain dans l'économie vis-à-vis des banques, vis-à-vis de… Et puis vous avez déjà, à côté de ça, là je parle des cryptos, mais aller en Afrique, le paiement sans banque par portable est une réalité. La petite dame au bord du chemin qui vend ses 3 fruits demande à se faire payer par portable.
Pourquoi? Parce qu'elle ne va pas se faire piller, alors que si on lui mettait de la monnaie, il y aurait toujours quelqu'un qui irait la piller derrière. Donc, on a carrément supprimé la banque et on est passé directement à l'économie avec sans banque. Voilà, d'une certaine manière en Afrique. Donc, il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Donc, ce qui veut dire que moi, quand je dis ça, c'est plus de l'incertitude qu'on a, c'est de l'inconnu tous les jours. On est arrivé dans le monde de l'inconnu. Le Covid, la Covid, vous l'appelez comme vous voulez, c'est un truc, mais personne, peut-être un mec dans un coin qui avait dit peut-être un jour que peut-être éventuellement il y a un truc comme ça qui arriverait, mais personne ne pensait à ça. Et pourtant, c'est arrivé. Tiens, quand j'étais au Luxembourg, là, mon client il est natif du village, un camping qui a 35 ans avec tous des mobilhomes, avec des trucs 120 mobilhomes sur un camping. C'est une institution, les gens vivent là, c'est leur résidence secondaire. Là, ils sont en train de le raser complètement. Et quand je discutais avec le gars me dit, mais tu m'aurais dit un jour que ce camping-là serait rasé, il n'y aurait plus rien à la place, je t'aurais dit, tu es fou, tu es con, tu es tout ce que tu veux, ce n'est pas possible. Donc, l'inconnu, ce qu'il y a d'important, c'est de comprendre qu'on arrive dans une nouvelle ère qui, pour moi, est l'ère de l'inconnu. Donc, ça veut dire que l'approche doit être totalement différente. Ce n'est pas juste quelle est l'incertitude, quels sont les risques que j'ai. Non, il va y avoir des inconnus qui arrivent par-ci, par-là, et donc il va falloir s'y habituer. Alors, dans ce contexte-là, moi, ce que je vous propose, c'est qu'au niveau de l'entreprise, on arrive à réconcilier trois choses. Un, le passé. Quand je dis le passé, c'est comme avec les enfants, pour ceux qui en ont, et avec les personnes âgées. À un moment donné, on dit toujours « c'était mieux avant ». Je suppose qu'à un moment donné, ça, c'est un truc qu'on arrive à dire à quelqu'un en disant « non, mais attends, c'était mieux avant ce truc-là ». C'était mieux avant, sauf qu'il y avait des choses, il y a des choses qui étaient intéressantes avant. Et rien que là, prenez la crise du Covid, juste avant le Covid, vous étiez tous dans des organisations, il y avait quand même des trucs sympas. Ou alors, moi, j'ai un autre problème, c'est que vous allez tous à reculons au boulot le matin. Donc là, il va falloir vous poser d'autres questions. Mais en attendant, il y avait des trucs sympas. Donc, ce n'est pas de tout balayer ce qu'il y avait de sympa, mais c'est aller juste rechercher les choses qui étaient sympas. Il y a un deuxième point, moi je suis quelqu'un hyper créatif, j'adore explorer, créer, etc. Moi, le futur est quelque chose que j'adore être de ce côté-là. Il y a des trucs sympas qui arrivent. Ok, on a eu la robotique à une certaine époque, elle continue d'une autre forme, mais si vous le prenez sur un côté, moi je travaille en usine, il y a un côté super sympa par rapport à la pénibilité sur la robotique. L'intelligence artificielle, quand je bosse avec des experts comptables, parce que j'en ai quelques-uns clients qui étaient ou anciens ou actuels, toute l'IA, l'intelligence artificielle qui arrive, va balayer toutes les tâches basiques qu'on avait. Et les gens ont peur, mais sauf que ça va être beaucoup plus sympa. Rappelez-vous qu'on faisait plein de choses à la main. Ceux qui ont connu les listings avec l'imprimante matricielle, il ne fallait pas se planter dans l'escalier parce que ça foutait. Il fallait que je prenne mes lignes et que j'aille rechercher ligne par ligne le truc. Après, on a eu Excel. On est tous contents d'avoir Excel. Et si je disais qui a envie de reprendre le papier avec les écritures matricielles et vous avez un truc comme ça et vous me recherchez les 3 lignes qui sont fausses, vous allez dire « Attends, t'es gentil, mais j'ai autre chose à faire que ça. » Mais parce que c'est aujourd'hui la réalité. Il y a d'autres réalités qui arrivent qui sont… Et quand je prends ces deux éléments-là, j'ai mis opportunité. Pourquoi? Parce que je préfère qu'on pense à tout ça en opportunité qu'en contrainte. Le sujet, c'est arrêter de voir des contraintes, voyez des opportunités, le fameux verre à moitié plein, à moitié vide, mettez-le à moitié plein. Il y a plein d'opportunités. Oui, il y a toujours des contraintes, bien sûr, ça n'existe pas un monde sans contraintes. Maintenant, c'est de trouver le meilleur équilibre qui vous fait basculer vers les opportunités versus les contraintes. Donc, avec tout ça, moi, je vous propose un mot qui s'appelle la confiance. Donc, c'est d'aller travailler et d'aller vers cette confiance. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce que je mets derrière tout ça, mais
Voilà, arrêtez comme on dit, de manager par la peur et passer à un management par la confiance. Ce qui n'est pas évident du tout, hein. Je ne dis pas que c'est une chose simple, mais toujours pareil, prise de conscience, c'est la première étape pour pouvoir effectuer une transformation. Donc, prenez conscience de tout ce que je viens vous dire et dites-vous un petit peu, posez-vous la question, est-ce que justement cet élément-là pourrait ne pas être quelque chose de plus pertinent? Alors, si je reviens à mon leader, et alors je vais juste revenir par rapport à la confiance, parce que je pense juste à un truc, là, quand je vois mon leader, là, je reprends juste, parce que j'aime bien plagier Einstein ou reprendre des citations d'Einstein, parce qu'il a quand même fait quelques trucs assez sympathiques. Et Einstein disait, vous connaissez la définition de la folie d'Einstein? Non, ça ne vous dit rien? Non, ça vous parle? Il y a un rapport entre la folie et la créativité. Enfin, le fou, en fait, finalement, c'est celui qui a tout compris. Oui, alors oui, c'est vrai qu'il dit ça aussi. Mais celle à laquelle je pense, il disait la folie, c'est de faire toujours la même chose et penser que ça va changer. Si vous faites toujours la même chose, et que vous allez avoir un nouveau résultat, si vous faites toujours la même chose, en général, le résultat sera toujours le même. Voilà. Et le deuxième point, et là, il ne l'a pas dit, mais moi, je le transforme parce que je pense qu'il l'aurait dit comme ça, c'est de dire si j'avais 1 heure devant moi, je passerai 55 minutes à comprendre le problème parce que de toute manière, en 5 minutes, j'aurais trouvé une solution. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps de comprendre. C'est le plus important. On est tous suffisamment pertinents pour trouver des solutions. Maintenant, trouver une solution quand je n'ai pas compris le problème, je n'ai pas beaucoup de chance d'avoir la bonne solution. La solution bonne, entre guillemets, c'est-à-dire la plus adaptée à la situation. Que c'est une bonne solution, une mauvaise solution. Donc, pensez à ça en vous disant, voilà, comment ramener la confiance ou tout ce contexte-là, ou pour mon entreprise, ça veut dire quoi? Prenez le temps de comprendre en profondeur quelle est la problématique. Quand je vous ai donné les 4 entreprises là, que j'accompagne actuellement, je ne fais que passer du temps à comprendre la problématique. Les solutions, moi je suis un créatif, donc je n'ai pas de problème avec la solution. Je trouverai toujours. De toute façon, le dirigeant en trouvera, les collaborateurs, tout le monde va trouver des solutions. On n'a pas de problème là-dessus, on n'est pas mauvais là-dessus. Donc, il nous faut un leader. Alors, il nous faut un leader. Je dis il nous faut un leader parce que dirigeant, ce n'est pas parce qu'on est dirigeant qu'on est leader. C'est-à-dire que souvent, on a la fonction et la fonction de dirigeant, et c'est mon deuxième mot. Moi, je vous dis, arrêtez de vous appuyer sur votre fonction et appuyez-vous sur votre mission. Donc, c'est quoi votre mission? Vous servez à quoi dans l'entreprise si vous êtes dirigeant? Je pourrais le remettre sur tous les collaborateurs parce que c'est la dynamique qu'il va falloir enclencher avec tous les collaborateurs. Chacun sert à quoi? Parce que le problème, c'est qu'on est tellement habitué à faire des choses qu'après, on fait les choses par habitude. Est-ce qu'elles servent réellement? Je ne sais même plus, mais on a toujours fait le fameux, on a toujours fait comme ça. Pourquoi je changerais? On a toujours fait comme ça. Ah oui, mais on est dans l'inconnu. Donc, comme on est dans l'inconnu, pourquoi tu vas faire la même chose? Parce que si tu fais la même chose, est-ce que tu es sûr, à la Einstein, que tu vas avoir un nouveau résultat? Non, parce que le contexte a changé. Donc, il y a un problème dans l'équation et ça ne tourne pas. Ça grippe. Le premier point que j'ai mis, ce n'est pas parce qu'on a un leader que c'est… moi, je n'ai pas de… Je ne vais pas enlever le machu, je ne vais plus faire peur, mais je n'ai pas un costume bleu avec un grand S en dessous de ma chemise. Ce n'est pas parce que je suis dirigeant que j'ai des super pouvoirs, que je suis un super homme, que je ne sais trop, une super femme. Je suis une personne comme tout le monde. Donc, ça veut dire que la personne a des qualités, des imperfections. Donc, arrêtez de penser que parce que vous êtes dirigeant, vous devez être une super personne et donc avec des super pouvoirs qui va tout résoudre. Et typiquement, là, un des accompagnements que j'ai, là, actuellement, c'est ça. Le gars, il se dit, tout est combat, il faut que je résolve tous les problèmes. Non, tu ne peux pas résoudre. Puis, en ce n'est pas à toi de les résoudre. Et puis, arrête de combattre en interne, va plutôt combattre à l'extérieur et trouve une autre dynamique. Donc, tout ça, ça va se traduire dans une posture. Si vous voulez donner confiance à vos équipes, il faut avoir la posture qui va avec.
Si moi je suis quelqu'un d'honnête, si je vous dis que je suis quelqu'un d'honnête, soit vous me croyez sur parole, c'est-à-dire vous me faites confiance directement, soit vous attendez de moi des comportements qui vont vous permettre de valider que je suis honnête. Exemple, on pourrait le faire là, vous me laissez tous vos bijoux sur la table et vous sortez. Ça, c'est de la confiance a priori. Voilà, parce que si je vous dis que je suis honnête normalement, vous rentrez dans la pièce, tous vos bijoux sont là. Je suis honnête. Si vous me faites confiance, tout sera là. Maintenant, si vous attendez de moi des comportements pour vérifier mon honnêteté, dire ok, on va tester, on sort, mais de toute façon, tu ne peux pas sortir, à moins que tu te jettes par là. Mais bon, j'ai bien vérifié que si je passe par là, il ne restera pas grand-chose en bas. Donc, je fais le test, je laisse, Thierry reste tout seul dans la salle. On rentre, il y a une petite angoisse qui monte pendant quelques minutes. Je rentre dans la salle et en fin de compte, tout est là. Donc, premier élément qui me démontre, par la posture, par le comportement, que Thierry est quelqu'un d'honnête. Donc, vous avez toujours deux possibilités. Soit vous faites confiance a priori. Et là, il y a un truc, là je m'amuse, là 2 secondes, il y a un truc où vous avez fait obligatoirement confiance a priori en rentrant dans cette salle. Obligatoirement. C'est de penser que vous allez nous expliquer des choses intéressantes. Oh non, là, je n'aurais pas cette prétention-là. Non, beaucoup plus. C'est très gentil de votre part. Et, comme dirait l'autre, je n'ai pas assez l'âge. Après, chacun son opinion. Non, Je sens que la provocation. un truc beaucoup plus simple. Personne n'est debout. Ouais. Tout le monde est assis. Assis sur quoi? Sur une chaise. Donc, vous avez fait confiance naturellement à celui qui a conçu les chaises. Wow. Personne n'a retourné la chaise pour savoir si elle était bien soudée, si je pouvais bien m'asseoir, si elle tenait le poids que j'allais mettre dessus, etc. Vous avez fait naturel. Donc, dans la nature, naturellement, vous faites confiance à des sujets. Donc, arrêtez de vous prendre le chou sur tout. Je me permets de dire, Ouais. c'est intéressant, parce que, en fait, j'appelle ça de la confiance à vie, mais du coup, je la transforme plus à une prise de risque. Moi, je prends un risque en m'asseyant sur une chaise que je ne connais pas. Ah, oui. Ouais, c'est Maintenant, est-ce que vous avez pris un risque conscient ou inconscient? Ça, c'est inconscient. Voilà, Complètement. c'est ce que j'allais dire, Voilà. parce que si vous l'avez fait consciemment, voilà, dans ces cas-là, prenez les 2 secondes pour retourner votre chaise, Voilà. pour regarder si elle est bonne. Voilà. Mais en même temps, si on le fait, on va dire les gens vont nous prendre pour des fous. Enfin, culturellement et socialement, une action de vérifier la chaise n'est pas acceptée, n'est pas dans les mœurs. Oui, pas dans les mœurs, exactement. Mais après, c'est où vous mettez votre niveau de confiance. C'est ce que je veux juste vous dire, c'est que, comme vous dites, je ne fais pas confiance, naturellement, vous faites confiance à des choses. Quand vous montez dans votre voiture, quand vous achetez votre voiture, vous avez fait confiance à ceux qui l'ont conçue, parce que vous allez peut-être faire un petit check sur les freins, et encore, je ne suis même pas sûr. Quand vous montez dans une voiture de loc, est-ce que quelqu'un, quand il monte dans une voiture de loc, fait un freinage d'urgence en démarrant? Alors que dans l'absolu, vous avez quand même un risque beaucoup plus important que de tomber de votre chaise. Là, on est dans un débat, je pense, parce que en fait, si j'achète la voiture, moi, s'il n'y a pas la garantie, je ne l'achète pas. Donc, la confiance, elle est quand même conditionnée a priori. Mais là où je vous rejoins et je vois un peu ce que vous voulez faire passer comme message, c'est que si on ne part pas avec un a priori de confiance, de toute façon, on n'avance pas du tout. Exactement. Voilà, Vous c'est allez être surtout ça. bloqué. Exactement. Exactement. Je pense aussi qu'il y a, il y a une différence. Là, on est sur une comparaison entre la confiance vis-à-vis d'une personne et quand on parle d'une voiture, d'une chaise ou autre, là, on est sur des éléments matériels. Ouais, c'est ça. Voilà. Et je pense que la confiance, elle va plutôt se comparer à pourquoi est-ce qu'on va faire confiance spontanément à telle personne ou telle personne, on va se méfier. Voilà, je pense qu'il faut séparer et c'est plus difficile de comparer cette confiance vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis du matériel. Mais je pourrais dire que le matériel, il y a des gens derrière qui l'ont conçu. Ouais, mais on va, voilà, parce que automatiquement, vous avez fait, mais ça s'est fait, voilà, on va rester là sur le débat parce que sinon, on pourrait faire à chaque fois des matinales sur un mot. Hein. Ça serait super intéressant, on pourrait avoir un débat. Voilà, mais là, on n'a malheureusement pas le temps. Donc, je continue mon petit tour avec mon leader. Donc, le leader, qu'est-ce qu'il doit donner pour moi
la première chose, il doit donner du sens. Alors, on n'arrête pas de parler de sens aujourd'hui, c'est comme la confiance, hein. Il faut donner du sens, etc. Donc, moi, j'ai remis simplement, ça, je l'ai repris d'une petite dame que je connais bien, qui est Robert, qui est une jeune philosophe, et on a eu une super discussion et on parlait de ça, et puis on a atterri un petit peu là-dessus, en se disant, qu'est-ce que le sens? Ben voilà, le sens, d'une certaine manière, a 3 sens. Un, ça a une signification, si ça a du sens pour vous, ça a une signification pour vous. Voilà. Si, le fait que j'ai une chemise de ce type-là, que vous ayez des robes rouges à Metz Technopole aujourd'hui, ben, ça a une signification. Voilà. Vous montrer quelque chose, oui, parce que c'est en lien avec la matinale, et que la matinale est du rouge, donc ça a une signification. Deuxièmement, le sens, c'est une direction. Hein. Le travail obligatoire à domicile, c'était sens obligatoire. Vous allez tous à la maison, tous ceux qui peuvent, sens à la maison. Sens interdit, vous n'avez pas le droit de passer par là. Donc le sens, c'est aussi, et je ne vais pas plagier non plus un autre homme que j'ai adoré qui s'appelle Raymond DeVos, où justement il a un beau petit sketch sur le sens et voilà, sur les ronds-points, etc. Mais donc c'est bien une direction vers où je vais. Et la troisième chose, c'est les sensations. C'est les 5 sens. Tout ce qu'on a, et notre cerveau travaille comme ça, c'est la perception de nos 5 sens. Donc, c'est comment j'utilise ces 5 sens. Vous voyez, on est en présentiel. Pourquoi, d'une certaine manière, on préfère le présentiel au distanciel en visio? Parce qu'on a plus de sens. Je rappelle qu'une visio, c'est du 2D, hein, ce n'est pas du 3D, c'est du 2D. Hein. On se fait une représentation, mais c'est du 2D. Là, on est en 3D, on va sentir l'intonalité, la voix, le bruit ambiant. On va voir plus de choses que si je suis uniquement en visio en train de regarder des choses particulières. Donc, voilà. Gardez à l'esprit qu'en tant que leader, vous devez donner du sens, mais de cette manière-là et pas juste donner du sens, un mot qui flotte et qui n'a pas de réalité. S'il y a un leader, qu'est-ce qu'il y a obligatoirement avec un leader? Il y a des équipes. Oui. Des ressources. Oui, des ressources. Truc plus simple pour les jeunes, il y a un leader, un influenceur, donc il y a des Suiveurs. Ouais, et des Followers. Ouais, des followers. Oui, Voilà, des c'est suiveurs. bon à la mode, les jeunes. Ouais. Tu es un follower, tu n'es pas un follower. Voilà, mais il y a des équipes, bien sûr. Il y a des gens, il y a des collaborateurs, il y a des suiveurs. Vous n'êtes pas leader de vous-même. Hein. Vous êtes leader de quelqu'un, pas d'un groupe, obligatoirement. C'est qu'il y a un groupe derrière vous. Sinon, vous n'êtes pas leader. Donc, ces individus-là, que sont tous les collaborateurs, j'ai mis 3 éléments. L'équilibre qui n'était plus là, il faut qu'il le retrouve. Donc, comment je retrouve, moi, en tant que collaborateur, un réel équilibre, équilibre pro-perso, équilibre dans mon métier, équilibre global, vraiment que je me sente stable sur mes 2 jambes. 2, économique. Est-ce qu'aujourd'hui, économiquement parlant, je suis bien? Parce que mine de rien, on n'a pas tous les mêmes valeurs, on n'a pas tous les mêmes besoins. Mais là, je remarque qu'il y en a toute une série qui se sont dit ouais, mais on bosse comme des fous et on est sous-payé. Sous-payé par rapport. De toute façon, on a toujours été sous-payé. Hein. Toute la vie, c'est toujours. Voilà. Il y a l'augmentation du SMIC au 1er octobre qui va encore faire quelques éléments. Je ne vais pas. Vous pourrez faire une matinale sur le SMIC. Hein. Quelle est l'intérêt? Je crois qu'on va lancer l'idée, vous qui aimez la créativité et vous avez l'air créatif. On va lancer l'idée de faire des matinales sur les mots parce que ça Ouais, on pourrait, mais c'est intéressant, hein, c'est vrai. Ouais, Hein. ça peut être Sur qu'est-ce que bref, donc voilà. Donc il y a un aspect économique que tout le monde, c'est une réalité. Ce que je veux dire par là, c'est que il ne faut pas l'occulter. C'est un élément clé. Et le dernier, une entreprise, je redis souvent qu'une entreprise est une communauté au service d'autres communautés. Donc, quand vous allez dans une entreprise, vous êtes dans une communauté. Quand vous allez au sport, vous êtes dans une autre communauté. Quand vous allez à la danse, vous êtes dans une autre communauté. Quand vous êtes en associatif, on est tous multi-communautés.
Et donc, qui dit communauté, dit qu'est-ce que je viens chercher dans cette communauté-là? C'est quoi le sens que j'y donne? Pourquoi je suis bénévole à un endroit? Qu'est-ce que j'y donne comme sens? Je veux aller vers où en faisant ça? Je veux sentir quoi avec ça? Donc, vous retrouvez les trois formes de sens et pensez que chaque individu de l'entreprise aura cette réflexion-là, plus ou moins directe, plus ou moins consciente, mais aura cette forme de réflexion. Donc, avec ce leader et des équipes qui ont ces besoins-là et ce contexte-là, moi, je vous propose, donc j'étais dans les trois, vous avez remarqué, hein, trois sur le leader, et trois sur l'individu, ben, j'avance et je passe au 5. Et donc, comme j'ai vécu à 3, même si je n'aime pas ça, je vous ai mis la fameuse 5A de l'andouillette de 3, la fameuse andouillette de 3 de la charcuterie Thomas. Voilà, j'ai horreur de ça. C'est un truc que j'ai du mal. Hein. Pourtant, j'ai goûté la meilleure, mais bon, je ne suis pas fan. Mais c'est juste un petit mnémotechnique. Le leader, c'est comme la bonne andouillette, c'est du 5A. Voilà, donc je vous ai mis 5A que je trouve intéressant en tant que leader. La première, mais ça maintenant c'est ce qui drive ma vie depuis quelques temps, c'est l'authenticité. Pour moi, l'authenticité est quelque chose de capital. Je ne vis plus que pour ça. Je suis rentré dans un monde où je me dis, si demain tout le monde était authentique, le monde serait nettement mieux. Parce qu'on aurait des vraies relations, il n'y aurait plus de fake, hein, des trucs, les fake news, les fake machins, tout ce qu'on veut. Non, si je suis authentique, si je suis aligné avec moi-même, si j'acte comme je suis et que j'arrête de me dire de faire parce que le système me demande parce que les conventions me disent que, parce que, etc. Non, j'assume qui je suis. Et nos différences, c'est toute notre force, c'est que quand je suis dans une communauté, c'est la force du collectif, c'est la complémentarité du collectif qui fera la force. Donc, soyez authentiques. Donc, en tant que leader, en tant que dirigeant, première chose, allez sur ce chemin de l'authenticité. Je dis allez sur le chemin parce que ce n'est pas évident. Moi, je travaille là-dessus depuis plus de 10 ans et je n'ai pas fini et il faut toujours plus d'une vie pour aller au bout de tout ça. La deuxième chose, je vous ai parlé de leader en temps de guerre, il faut savoir affirmer des choses, s'affirmer, s'exposer et donner une direction réelle aux équipes. Ne pas dire, ouais, mais on va voir, on devrait, oui, mais on nous a dit que, ouais, mais à cause de… Non, je m'affirme. On va par là. Le pire dans une entreprise, je suis en discuté hier avec une dirigeante, le pire, c'est la non-décision. Il vaut mieux décider d'aller, ok, c'est peut-être une impasse. Je n'ai pas vu qu'il y ait un panneau. Le panneau, je n'ai pas vu, j'y vais. Et au bout, je vois que c'est une impasse. Non, ok. Bon, tous les gars, désolé, je me suis trompé. Je suis une personne avec mes fragilités, voilà, je me suis planté. Je pensais que par là, on aurait une porte de sortie. Non, on n'en a pas. On fait tous demi-tour, on repart par l'autre côté. Mais il faut affirmer parce que le collaborateur a besoin d'un leader qui donne une direction. Dans l'authenticité, vous ne pouvez pas être authentique si vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, voilà, j'ai mon petit concept, mon concept du saumon, un jour je vous refais, c'est l'alignement. L'alignement, c'est-à-dire que les individus doivent être alignés ensemble. Déjà, je suis aligné avec moi-même, c'est-à-dire que je suis au clair avec qui je suis et où est ma place. 2, je suis au clair dans la communauté, c'est-à-dire que je suis intéressé à être avec ces gens-là, parce que ça m'intéresse réellement, et je ne le fais pas juste parce que je n'ai pas le choix. 3, je suis aligné avec la stratégie de la boîte, c'est-à-dire qu'il y en a une, c'est-à-dire que mon leader, il m'a donné une réelle direction, et je suis d'accord d'aller dans cette direction-là, parce que si je ne suis pas d'accord, je m'en vais. Et puis 4, j'aligne l'exécution, c'est-à-dire que je ne fais pas des choses parce que j'ai l'habitude, mais je fais des choses qui sont alignées avec tout ce que j'ai dit avant. Mes comportements sont alignés avec les règles qu'on a définies dans la communauté. Mes comportements sont alignés avec la stratégie qu'on a définie. Donc, c'est cet alignement-là dont je parle.
Agilité, c'est un mot qui est connu maintenant depuis tellement longtemps, mais je pense qu'aujourd'hui, encore plus qu'avant, on a besoin de bouger très vite. Voilà, Danone qui a son nouveau monstre qui arrive, quelle est l'agilité qu'ils doivent avoir? Ce n'est pas parce qu'on est gros qu'on ne doit pas être agile. Voilà, petit, dans l'absolu, c'est plus facile d'être agile, et encore, ça va dépendre, mais l'agilité, elle est obligatoire. Et le dernier point que j'ai mis, c'est attractivité, parce que mine de rien, une boîte, maintenant, les gens n'y viennent plus uniquement parce que j'ai besoin d'argent. Moi, je vois avec mes jeunes déjà, moi, j'ai des grands enfants, ben, ils changent vite de boîte si ça ne les intéresse pas. Hein. Donc, si ça ne m'intéresse pas la boîte, oh non, elle me fait chier, oh non, le boss, il est nul, je me casse. Non, mais tu as un CDI, ça va être compliqué, je retrouverai un autre après. Enfin, voilà. Les gens ne viennent plus. Donc, si vous ne donnez pas envie et vous n'êtes pas attractif, au sens individuel, quand il y a un leader, alors là, on va parler des followers. Les followers sur les réseaux sociaux, ils ne suivent pas des leaders, ils suivent des, comment on appelle? Magnifique, merci. Des influenceurs ou des influenceuses. Là, la jante féminine, c'est marrant, il y a des endroits comme ça où c'est plus parti. Voilà, ils suivent des influenceurs. Et qu'est-ce qu'un influenceur? C'est surtout pas quelqu'un qui décide que les followers doivent le suivre. C'est les followers qui se disent « Ah tiens, elle est sympa cette personne-là, je vais la suivre. Puis si elle est plus sympa, je ne la suis plus. » Donc, il y a besoin d'être attractif. Si je ne suis pas attractif, personne ne va me suivre. Donc, en tant que leader, j'ai besoin d'être attractif en tant que personne, pour que les gens me fassent confiance, mais aussi en tant qu'entreprise, pour que je me dise ça vaut le coup d'aller dans cette entreprise. En d'autres termes, le leader affiche ses valeurs. Ah, complètement. Puisque les jeunes maintenant qui recherchent du boulot, ils regardent quelles sont les valeurs de la boîte. Ouais. Alors là, on ne va pas faire comme le greenwashing qu'on a fait jusqu'à présent en faisant du value washing. Hein, c'est-à-dire que j'ai mis 3 ou 5 valeurs sur un site internet, mais je ne les incarne pas. Et c'est pour ça que moi je dis les valeurs, je peux les dire, mais là, je fais toujours le parallèle avec l'amour ou l'amitié ou l'affection. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je dis que je t'aime, c'est dans la manière, ma posture, que je vais démontrer que… Une démonstration. Voilà. C'est joli, ça. Beau et bel exemple. En fait, ce que ça me donne envie aussi de préciser quand je vois vos mots là, on revient aux mots, parce que ce sont les vôtres finalement, parce que moi je pourrais mettre d'autres. Bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est de ne pas les voir de manière séparée. C'est tout un système, de manière systémique. Ils sont en interdépendance. Parce que si vous les prenez séparément, ça ne veut plus rien dire. On est d'accord. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait une bonne andouillette. C'est une 5A. Hein, c'est la 5A. Je n'aurais pas choisi l'andouillette, mais… J'aime bien toujours mettre des trucs un peu propres. Parce qu'après, vous vous rappellerez de l'andouillette. Ah ben ça, c'est quoi? Il y avait une andouillette. J'ai été voir un mec. On a parlé d'andouillette. Oui, c'est ça. Vas-y, continue tes matinales. C'est bien. Voilà, donc, effectivement. Alors là, je vais continuer avec une autre personne avec qui j'ai travaillé un petit peu et je l'ai laissé exprès dans l'angle parce que je l'avais pris dans une des conférences de structure avec laquelle j'avais travaillé. Il s'appelle Nicolas Beretti, et, un conférencier aussi maintenant un peu en France. Il aime jouer comme moi avec la créativité, etc. Et j'adore on a travaillé parce qu'il ne savait pas comment représenter le truc. Et à un moment donné, on a travaillé pour que son concept soit mieux représenté. Et à un moment donné, il y a eu le déclic avec la petite discussion qu'on a eue. L'idée, c'est de dire il y a du leadership si je tombe dans le mauvais sens et il y a du leadership si je tombe dans le bon sens. Voilà. Donc, le leadership, vous l'avez compris, je vous ai mis que le leadership. C'est-à-dire, le leadership, c'est de dire je m'occupe du profit, parce que je suis dirigeant, donc je veux gagner un max. Donc, je m'occupe du profit. Pour avoir maximisé mon profit, il faut bien que je vende un produit ou des services. Donc, je m'en fous de savoir ce que je vends du moment que ça maximise mon profit. Pour faire ces produits-là, il me faut bien un process, donc des gens qui font les choses les unes après les autres, etc. Éventuellement, je m'occupe des gens parce que j'en ai besoin, j'ai un besoin des gens.
et à la fin, la planète, elle aura ce qu'elle aura. Ouais. Voilà. Et c'est ce qui nous a amené un petit peu dans cette situation-là et qu'on arrive dans des... Voilà, je ne vais pas aller dans le détail. Donc voilà, vous avez compris les 5 P. Hein, voilà, on le fait en sens inverse. J'ai une mission. Donc ma mission personnelle et ma mission d'entreprise, c'est la fameuse mission que je remettais dans mon leader, qui était une personne qui avait une mission et une posture. Ben, je commence par ça. Et puis après, je m'occupe de la planète, je m'occupe des gens, je m'occupe de comment je vais le faire, je vends des produits et naturellement, ça va me faire des profits. Vous avez des belles boîtes. L'Oréal, maintenant, aujourd'hui, fait 75% de sa marge. Je ne parle pas du chiffre d'affaires. 75% de ses profits viennent de ses produits responsables. Donc, il y a bien un besoin réel et un shift, une évolution de direction de l'entreprise pour aller dans une nouvelle direction. Et cette nouvelle direction permet d'avoir des profits. Des exemples comme ça, je peux vous donner Emery Jacquia de la Camif, qui avait repris la Camif, et que je connais aussi assez bien. Il est complètement dans ce sens-là, mais lui, depuis 10 ans, depuis qu'il a repris la Camif. C'était vraiment le catalogue des enseignants, hein. Et c'est plus du tout ça, quoi. Il a remis le premier. Pentagonia, c'est la même chose. Pentagonia, c'est la marque où vous savez d'où viennent les fringues. Enfin, tout est, c'est vraiment dans ce sens-là. Et c'est une boîte qui marche. Donc voilà, je vous ai mis cet élément-là parce que ça fait un deuxième 5 qui est intéressant à voir. Et je vais vous en mettre un dernier. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais au purpose? Ah, c'est de la planète. La planète. Pardon, oui, avec la. J'ai pas réussi à enlever ce petit truc, c'est la planète. Je m'occupe d'abord de la planète. Enfin, je fais attention à la planète dans les produits ou dans ce que je vais faire. Enfin, je m'occupe de la planète, je ne le fais pas au détriment de la planète. Et je rappelle que la planète est une ressource finie. Ceux qui avaient oublié que la planète pouvait être une ressource finie, là, elle est en train de nous dire que c'est une ressource finie. Donc, si je ne m'en occupe pas, si je ne vis pas avec cette planète-là, ça ne va pas le faire. Et ça va m'amener au dernier élément, le dernier 5. Je pense à ça parce que le dernier élément, dernier 5, ça me fait penser au 5e élément. Voilà. C'est pour ça que je rigole tout seul, des fois je m'amuse. Voilà, mais c'est un peu ça. Je ne vous l'ai pas mis, non, je ne vous ai pas fait aussi le 5e élément ici. On aurait presque pu le faire aussi. Bah, ça pourrait être le 5e élément, celui-là. Exactement, exactement. Donc, mais je vous ai mis un dernier 5. Pour ceux parce qu'il y a des bouquins aussi qui sous-tendent plein de choses derrière ça qui me nourrissent, moi, de cette même manière. Et cet élément-là, d'une nouvelle forme de leadership, c'est un livre, pareil, par le réseau, etc., qui est une femme qui s'appelle Linda Kohanov, qui a écrit un bouquin qui s'appelle alors en français dans le texte, les 5 rôles du maître berger. On va le traduire comme ça. Le maître berger. Donc, qui a travaillé sur essayer de comprendre ce qu'étaient les bergers nomades et comment le leadership d'un berger nomade pouvait se retraduire. Et je trouve très intéressant dans ce contexte actuel, dans cette nouvelle inconnue et cette nouvelle forme de leadership, je pense qu'il est pertinent d'avoir, de penser à tout ça, parce que ça ne va pas se traduire uniquement sur le leader, mais ça va se traduire sur toute l'équipe. C'est-à-dire que oui, il faut un leader, mais j'ai discuté avec une autre personne qui travaille énormément avec les chevaux et qui retrouve exactement ces éléments-là. C'est-à-dire que dans la nature, vous avez ces 5 rôles qui se font à certains moments. À certains moments donnés, vous devez être un leader. À certains moments donnés, vous devez être le dominant. À certains moments donnés, vous allez accompagner, vous allez être serviteur, vous allez nourrir vos équipes. À certains moments donnés, pour qu'elles puissent bosser en toute quiétude dans un cadre psychologique, en sécurité psychologique, vous allez être la sentinelle. Les chevaux savent très bien faire ça. Quand vous voyez un cheval couché, vous avez déjà vu un cheval qui dort couché? Oui. C'est rare, hein? C'est rare. C'est rare. Ouais. Pourquoi c'est rare?
Si vous en avez un qui dort couché, c'est qu'il y en a un qui fait la sentinelle. Vous en avez un qui fait juste le verrouillage. Vous savez, ils dorment debout là. Ce qu'on ne sait pas faire, nous verrouiller les genoux et pouvoir dormir debout, ça pourrait nous aider de temps en temps. Et donc, si vous en avez un qui est couché, c'est parce qu'il est en sommeil paradoxal, qui peut rêver. Parce que les animaux aussi, là aussi, on est en train de redécouvrir que les animaux ont une certaine forme d'intelligence. Voilà, et donc il peut rêver, et donc il peut se coucher pour le faire, et parce que vous avez quelqu'un qui est sentinelle. Pourtant, ce n'est pas spécialement le leader qui sera la sentinelle. Donc ça va tourner dans l'équipe aussi, dans les troupeaux, ça va tourner de cette manière-là. Et à un moment donné, il faut être prédateur parce qu'il y a des choix à faire. Et je pourrais dire, alors je vais prendre l'exemple exprès qui est un peu dur, mais si vous virez un collaborateur, d'une certaine manière, c'est être prédateur. Mais à certains moments donnés, il faut faire des vrais choix. Je repense à un ancien associé qui a fait couler une boîte de 60 personnes parce qu'il voulait virer personne. Combien de fois on a discuté une fois qu'on était associé dans une autre entreprise? Il m'a dit, mais Thierry, j'ai fait une énorme connerie. J'ai voulu virer personne, je voulais garder tout le monde à bord, mais je ne pouvais pas. Et j'ai fait couler le bateau. Si j'en avais fait sortir la moitié, le bateau serait resté à flot, j'aurais pu le reconstruire et on serait reparti. Et après, peut-être, j'aurais rembauché ces gens-là. Et donc, à vouloir ne pas jouer son rôle de prédateur au bon moment pour la bonne cause, ben, il a fait couler toute l'entreprise. Donc, ce n'est pas des trucs qui sont, voilà, il faut se dire, bah non, moi, je ne veux pas être prédateur ou non, moi, je ne veux pas être dominant. Non, non, la nature fonctionne comme ça. Je relisais un autre bouquin qui nous dit aussi que la prédation est une réalité dans la nature, mais si je prends du recul, la bienveillance est largement supérieure à la prédation. Largement supérieure. La nature est mieux que ça. Donc, voilà, je vous ai donné plein de 5, là, d'une certaine manière, pour aller, et je terminerai là-dessus, pour aller vers le 7. Et je n'ai pas mis de 7 exprès, mais vous savez bien que dans le 7, 7 jours de la semaine, le 7e, on se repose. Hein, voilà, c'est des choses. Si je vais dans d'autres religions, si je vais en Asie, le 7 est un chiffre de bon augure qui mais vraiment de bon augure. Vous avez, chez les Hébreux, vous avez le chandelier à 7 branches. Le 7 est quelque chose qui est très fort en signification. Moi, je vous propose juste quelques éléments. Je n'avais pas mis 7, mais quelques éléments comme ça, juste des idées. Là, ça n'engage que moi, encore une fois. Moi, j'aime bien la nature, donc je fais beaucoup de parallèles avec la nature parce que je m'en inspire pour tout ce qui est travail en entreprise. La notion de rhizomique, vous savez, le fameux tubercule, le rhizome, où vous avez, qu'est-ce qu'un rhizome? C'est le fait qu'il n'y a plus une racine précise et puis une branche, un tronc qui va nous faire des fleurs. Le rhizomique, c'est quelque chose où à un moment donné, il y a un nœud qui va se développer plus qu'à un autre, un endroit qui sera plus préférable, qui restera connecté, et vous allez développer la plante où il n'y aura plus spécialement un endroit bien spécifique. Ça va permettre, si vous pensez à ça dans l'entreprise, de quelle manière je peux la développer et les gens qui sont le plus à l'aise, les faire se développer, être à leur service à ce moment-là, donc être le compagnon nourrissant pour pouvoir laisser développer cette partie-là de l'entreprise et qu'elle va pouvoir faire croître toute l'entreprise et pas vouloir être en command and control dès que le chef avec les galons et tout le monde exécute. Le fameux « tu exécutes ou je t'exécute ». C'est le command and control, façon premier point. Deuxième point, là je reviens à des choses ultra terrain. Les gens reviennent au bureau. Alors là, on est parti en live même sur certaines boîtes dans les chartes de télétravail. Là, je suis arrivé dans une boîte là, il n'y a pas longtemps, là, mais alors là, c'est open bar. C'est-à-dire qu'on arrive sur du télétravail 3 jours par semaine, mais à l'année, quand je veux. Donc, à la fin, ça veut dire qu'en gros, si j'ai envie de prendre, et bien sûr, c'est-à-dire cumulable, c'est-à-dire si je n'ai pas pris mes 3 jours,
je les cumule. Donc, à la fin, je pourrais partir pendant 6 mois, être ailleurs, sans que mon manager soit au courant, pour pouvoir bosser d'ailleurs. Enfin, vous imaginez C'est devenu des 35 heures, en fait. Ouais, voilà. Mais on en profite, on rentre dans la brèche. Donc, ce qui m'importe, moi, j'ai appelé ça la collab experience. On parlait toujours de customer experience en marketing, c'est-à-dire qu'il faut que l'expérience utilisateur soit exceptionnelle. Alors moi, je me dis que demain, venir au bureau, j'y viendrai que si j'ai une expérience exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt réel à y aller. Je vais y aller parce que je vais faire des choses super intéressantes avec d'autres gens. Et les moments où je peux bosser tout seul dans mon coin, quel est mon intérêt à être à l'entreprise? Si j'ai plus d'intérêt à être à l'extérieur. Donc, voilà, c'est de penser les bureaux, l'entreprise, d'une autre manière où je me dis comment le collaborateur va vivre une expérience exceptionnelle les moments où il est là. Et puis le troisième point. Ce que j'appelle pour le temps justement avec les autres. Oui, le temps avec les autres. J'appelle ça la valeur perçue du temps partagé. Plus la valeur établie. Oui, la valeur ajoutée du temps passé en communauté. Et le dernier point que j'ai mis là-dedans, c'est le rêve et l'ambition. Je rappelle que toute stratégie doit partir d'un rêve. Le rêve d'un futur désirable. De toute façon, on est dans l'inconnu. Personne n'a 2 boules de cristal. Personne, parce que sinon, moi, si j'avais une boule de cristal, je fais un truc, je regarde le résultat du loto de la super cagnotte, et puis c'est bon, je suis tranquille, j'ai fini. Voilà, et puis après, je fais ce que je veux. Personne n'a ça. Donc, ce qu'il y a d'important, c'est de quel futur désirable je souhaite rêver. Et donc, je vais en définir une ambition. Je pars de là, et en tant que leader, la direction que vous donnez doit être une direction qui vient de votre propre rêve et du rêve que vous allez partager avec les autres, avec votre équipe. Pourquoi? Parce que quand un rêve, vous le gardez dans votre tête, d'une certaine manière, c'est une utopie. Quand vous commencez à le partager avec d'autres, c'est le début d'une réalité. Faites-le sur n'importe quoi, vous allez voir. Dès que vous parlez, je rêve de ça, et vous le dites à quelqu'un, l'autre va réagir. Soit vous êtes en train de parler à votre miroir, il ne va pas réagir. Enfin, si vous parlez à quelqu'un, naturellement, il va réagir. Et donc, vous vous engagez. Ah oui, pourquoi tu rêves de ça? Ah ben, qu'est-ce que tu as là-dedans? Et puis, ah ben, mince, je suis en train de... Ben, mon rêve, il commence à se concrétiser. Donc, voilà, c'est des éléments où je me dis intéressant d'y réfléchir. Et comme mon chiffre 7, je vais terminer là-dessus, le 7, c'est aussi les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Comme c'est toujours un côté assez poétique, parce qu'il y a de la pluie quelque part, mais il y a du soleil ailleurs. Et c'est aller chercher ce soleil-là qui va nous donner ce bel arc-en-ciel. Un point que je vous ai mis juste en haut, qui permet de cultiver cet élément-là. En tant qu'individu, on a tous, mais impérativement tous, besoin de se créer du sens dans un tout cohérent. C'est-à-dire que notre cerveau n'a pas la capacité d'assimiler l'incohérence. C'est pour ça que je vous ai mis ça. Quand vous avez un tour de magie, comme votre cerveau n'arrive pas à comprendre, il va mettre le mot magie à l'intérieur, comme ça donne un sens cohérent. Votre cerveau, c'est incohérent le truc. Donc, comme c'est incohérent, ben c'est de la magie. Donc, ça me sécurise et ça me redonne de la cohérence. Moi, tout ce que je vous dis, c'est que la magie, ça existe bien sûr, c'est une discipline, mais il n'y a qu'une technique derrière ça, et il n'y a rien d'extraordinaire, c'est une technique versus notre cerveau, comment je leurre le cerveau. Donc moi, tout ce que je vous demande, c'est de passer à l'action, parce qu'il n'y a que l'action, là, il n'y a que ceux qui font qui ont raison. Il vaut mieux faire une connerie et se retourner et repartir dans une autre direction que de rien faire. Le statu quo et rien faire, c'est ce que personne ne veut. Donc, voilà, passer avec le sens, dans quelque chose de cohérent, et surtout passer à l'action dans votre leadership. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce matin. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup.